Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous m'entendez tous bien. On va démarrer d'ici quelques secondes, le temps pour moi de vous expliquer un peu comment on va fonctionner. Donc ce webinaire va durer environ 30 minutes. On vous enverra le support PDF à l'issue de la présentation directement par email. Et puis si vous avez des questions tout le long de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser. Soit j'y répondrai en direct, soit on se gardera un temps à la fin s'il faut développer les réponses. Donc je vous propose de démarrer. Le webinaire du jour concerne les 10 erreurs à éviter pour faire une bonne enquête. Donc, contrairement à ce qui se fait habituellement, nous allons prendre le postulat inverse pour vous faire réagir, pour faire réfléchir aussi sur les erreurs les plus communes qu'on peut rencontrer en termes d'enquête. Donc, rédiger un questionnaire, les 10 erreurs à éviter. Voyons le sommaire. Donc, je vais tout d'abord nous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et puis, on va voir 10 mauvaises pratiques. Elles sont listées directement ici. Alors, je ne vais pas les relire en intégralité puisqu'on va revoir chacune d'elles durant tout ce webinaire. En commençant d'ailleurs par le fait de ne pas préparer son projet et d'oublier le RGPD, qui sont des éléments évidemment très importants et très structurants. Alors, qui sommes-nous ? La société Vocasa, c'est une société qui a plus de 15 ans d'innovation, plus de 300 clients actifs, et une présence sur Paris, Avignon et Grenoble, et dont le métier est tout simplement de sublimer l'expérience client et collaborateur. Le tout en faisant des mesures, à base notamment d'enquêtes, d'où le webinaire du jour sur lequel on a toute une série de conseils à vous transmettre. Ce que l'on commercialise, c'est à la fois une suite logicielle dédiée à l'expérience client, ainsi que des services périphériques qui vont vous permettre évidemment de faire des enquêtes de la bonne façon, de mesurer la satisfaction, piloter l'amélioration continue et faciliter l'adhésion des équipes. Ça, c'est plus quand on se place déjà sur une démarche customer-centrique, donc c'est un peu la dernière étape. Maintenant, nous allons voir ensemble les 10 mauvaises pratiques que l'on peut relever dans les enquêtes qu'on peut parfois voir passer pour vous conseiller tout simplement et vous donner notre retour d'expérience. Le premier élément, c'est de ne pas préparer son projet, ou en tout cas de ne pas le préparer de la bonne façon. Très souvent, les gens qui veulent faire des enquêtes oublient l'élément principal et veulent surtout poser des questions, y compris toutes les questions qui n'ont pas été posées depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à leurs clients ou collaborateurs. Ça, c'est une erreur fondamentale dans les enquêtes que de démarrer par ce prisme-là de réflexion. Parce que ce qu'il faut bien définir, c'est votre objectif, l'enquête. Est-ce que c'est de remonter des KPI de satisfaction ou de recommandation ? Est-ce que c'est de changer des process ? Est-ce que c'est de mesurer un taux de satisfaction qui va servir à faire une publicité de télé plus tard ? Vous voyez, il y a des enjeux et des objectifs qui peuvent être différents. Le deuxième élément fondamental, c'est de bien choisir ses KPI pour poser les bonnes questions en fonction de ce qui sera utile pour servir les objectifs. Par exemple, allez poser une question de satisfaction. Si vous souhaitez juste remonter la recommandation via, par exemple, un Net Promoter Score, ça n'a pas d'intérêt et ça n'a pas d'utilité. Le troisième point, c'est de choisir ses canaux de diffusion. En effet, le canal de diffusion va conditionner énormément la méthodologie de l'enquête, mais aussi des budgets qui sont impliqués. Il est bien évident que faire une enquête auprès de 1000 personnes par email, par papier, par SMS, en face à face ou au téléphone, ça n'a pas du tout le même impact en termes d'organisation, en termes de temps du terrain également et de budget à monopoliser. C'est un point fondamental avant de lancer son enquête. Certaines enquêtes, et notamment la taille de l'enquête, sont dépendantes du canal. Par exemple, aller s'amuser à faire une enquête de 220 questions par email ou par SMS, tout le monde s'accordera à dire que c'est pas forcément une bonne idée, évidemment. Ces éléments peuvent, bien entendu, conditionner l'enquête. Mais on a aussi des éléments fondamentaux qui déterminent le choix du canal. Si j'ai pas les emails de mes clients, je peux tout simplement pas utiliser le canal mail. Ça va être aussi simple que ça. Le quatrième point, c'est de bien anticiper l'exploitation et l'analyse des résultats. Là aussi, il s'agit d'une règle fondamentale dans les questionnaires. Il ne faut pas poser de questions sur laquelle l'analyse ne sera pas utile pour vous, ni même utilisée. C'est-à-dire que poser une question pour le plaisir de poser une question, mais qu'en réalité la statistique et le graphique qui pourrait être relié à ça ne va servir à personne, ce n'est pas une bonne idée. Et donc tout simplement, ne pas mettre la question si ce n'est pas utile. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours penser à qu'est-ce que l'on va faire des données avant de se lancer dans un projet d'enquête. C'est fondamental, c'est un point clé dans la réussite du questionnaire. L'autre point qui est relié à la préparation, ce serait d'oublier le RGPD. À peu près 95% des enquêtes doivent se soumettre au respect des règles du RGPD. Les règles du RGPD, pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'une enquête, on manipule des données à caractère personnel. Il n'y a que quelques types d'enquêtes, comme les enquêtes sur tablette, par exemple dans un lieu d'accueil, où on ne prendrait pas de coordonnées d'une personne.
une enquête sur un site internet qui ne serait pas authentifié, là, on ne rentre pas forcément dans le cadre du RGPD. Mais dès que vous envoyez vos enquêtes par email, par SMS, avec du face-à-face, etc., on rentre dans le cadre du RGPD. Et donc, il y a des éléments clés à vérifier. Le premier et le plus simple à vérifier, c'est où sont localisées les données que je collecte. Si les données sont localisées sur un serveur dans l'Union européenne, normalement, c'est un bon premier critère pour le respecter, le RGPD. Si vos données d'enquête sont conservées sur des serveurs en dehors de l'Union européenne, là, ça pose déjà beaucoup plus de questions. Deuxième chose, c'est le type de serveur. Quel est le niveau de sécurité de ces serveurs ? Il faut des serveurs qu'on appelle les serveurs ISO 27001. C'est l'état de l'art aujourd'hui et c'est ce que demande le RGPD et la CNIL directement pour traiter les données sur une bonne qualité de serveur en termes de sécurité, traçabilité, chiffrement, etc. Le troisième élément à vérifier, c'est la bonne gestion et la suppression des données à caractère personnel. Est-ce que la façon dont vous utilisez vos enquêtes et la méthodologie que vous utilisez vous permet par exemple de dire, dès le début de votre projet d'enquête, les données à caractère personnel seront supprimées au bout de 12 mois, 24 mois ou 36 mois ? Si c'est quelque chose qui est géré manuellement, a posteriori d'une enquête, et pas a priori dès le lancement du projet, ça pose question et ça peut poser problème au sens du RGPD. Il faut penser à avoir une fiche de traitement. En cas de contrôle de la CNIL, la première chose qu'ils vont vérifier, c'est est-ce que vous avez fait une fiche de traitement. Ce sont des points qui sont très importants et qu'on pourra relister si vous en avez besoin. Il y a également des questions liées à tout ce qui est anonymisation des données, le bon traitement de la donnée, etc. Tout ça, ce sont aussi des points clés. Donc vous avez 3 choses à vérifier. La localisation des données, les types de serveurs et comment sont gérées les données à caractère personnel, notamment pour leur suppression. Et il faut vérifier tout ça avant de lancer un projet d'enquête. La deuxième grande erreur à éviter, c'est négliger la présentation du questionnaire. La présentation, c'est la mise en forme des textes et des questions, en particulier tout ce qui est faute d'orthographe ou faute de grammaire. Alors ça paraît bête de le dire, mais beaucoup d'enquêtes restent envoyées avec des fautes d'orthographe, comme beaucoup de présentations PowerPoint aussi. Parce qu'on ne prend jamais suffisamment de temps pour se relire. Et pourtant, c'est envoyé potentiellement à 10 000, 100 000, 1 million de clients. Donc il faut évidemment faire très attention. L'autre point, c'est la charte graphique. La charte graphique de votre enquête doit refléter, si vous êtes sur une enquête client ou collaborateur, votre société à vous, et pas celle d'une société américaine où on ne sait pas où elle se situe, etc. Ça doit vraiment montrer votre image à vous. C'est un facteur de bon taux de retour que de montrer directement vos logos, vos en-têtes, vos pieds de page, votre slogan, vos couleurs, etc. C'est très important de bien respecter ça. Ensuite, le risque, c'est de poser des questions trop longues, dans le sens du verbiage, c'est-à-dire de ne pas être synthétique dans les questions. Tous les mots que vous allez rajouter dans une enquête prennent du temps en plus à votre répondant. Et si vous avez 10 000 répondants potentiels, mais chacun va y passer beaucoup de temps. Donc il faut savoir être très synthétique dans la formulation des questions. Il y aura également tout ce qu'on appelle l'alignement des éléments. C'est le fait que dans une enquête, une question apparaît à un endroit, et puis après elle est décalée derrière, par exemple. Ou que le responsive design ne fonctionne pas, quand on commence à répondre sur son smartphone pour continuer depuis son ordinateur. Donc tous ces éléments-là sont évidemment très importants à prendre en considération pour ne pas négliger la présentation du questionnaire. La troisième erreur serait de ne pas proposer de texte introductif. Les textes introductifs peuvent être faits directement dans l'email, quand on est sur une enquête mail, d'où l'importance du coup de bien choisir son canal. Puisque quand on est sur une enquête SMS, le texte introductif dans le SMS doit être très court. Moins de 160 caractères en l'occurrence. Quand on est sur de l'email, on peut faire un peu plus. Et donc, de le mettre dans l'email, mais aussi, pourquoi pas, dès la première page du questionnaire. Et là, l'idée, c'est de donner envie de participer au répondant, tout en lui donnant confiance. Et là, pareil, il faut bien que votre entreprise et votre entité soient clairement visibles. Il peut expliquer l'objet de l'étude. Il faut rassurer également sur la confidentialité des données ou le caractère anonyme des réponses, notamment quand on est sur des enquêtes plutôt internes RH. Ça peut sembler une évidence également, mais il ne faut pas non plus omettre de valoriser l'importance des avis des répondants, de dire à quoi vont servir les informations. On peut également prévoir un message de remerciement, pourquoi pas. Et puis on peut aussi mettre directement une question à l'intérieur du mail quand on est sur des enquêtes email. Ça a tendance à bien améliorer les taux de retour sur les enquêtes envoyées par ce canal-là. La quatrième erreur, c'est de commencer par des questions personnelles. Il y a toujours un grand débat sur ce sujet-là. Pourquoi ? En fait, c'est que quand le répondant va sentir qu'on est trop intrusif, il peut abandonner.
hein. Et s'il abandonne dès le début, parce que vous avez posé ces questions dès le début, ça va annuler le taux de retour pour vous, tout simplement. C'est une erreur qu'on retrouve très très souvent, hein. C'est une erreur assez systématique même. En fait, on a besoin de poser des questions à caractère personnel dès le début, si et seulement si il y a des questions ou des scénarios dans l'enquête qui sont reliés à ces questions-là. Sinon, il faut les poser à la fin pour maximiser votre taux de retour. Hein, tout ce qui est question de l'âge, du genre, de la catégorie professionnelle, du niveau d'études, etc., il vaut mieux les poser à la fin. Sauf si vous avez un jeu de questions qui va être relié à ça. Par exemple, vous avez fait une enquête client B2B, client B2C, et vous ne savez pas si vos clients sont des entreprises ou des particuliers avant de leur envoyer l'enquête. Bon, déjà, ça, c'est un point dommageable, hein. Mais admettons que votre base n'est pas très propre et que vous n'avez pas cette information-là, vous allez du coup adresser directement, en posant cette première question, les bonnes questions par rapport aux répondants, en scénarisant le questionnaire. C'est hyper important. Si vous n'avez pas de critères de scénario, posez les questions personnelles plutôt à la fin. Une autre erreur qu'on voit énormément dans les enquêtes, c'est quand on nous envoie une enquête par email et que la première question qu'on nous pose, c'est « Renseignez votre email ». Ça n'a pas de sens. Si on vous l'envoie par email, on est censé avoir notre email. Donc pourquoi on nous demande de re-remplir notre email, ça n'a pas de sens. Au même titre que de redemander toute information que vous êtes déjà censé avoir sur le répondant. Par exemple, si dans l'email on vous dit « Bonjour Daphné Coton de la société Vocasa », est-ce que la première question c'est « Quel est le nom de votre société ?» Bon, ça n'a aucun sens. Vous êtes censé avoir cette information. Et en plus, vous l'avez affichée. Donc, il y a des fois un peu des non-sens comme ça dans les enquêtes qu'il faut savoir enlever tout simplement pour faire un bon projet. Une cinquième erreur, et là aussi c'est un point important, évidemment, mais c'est de poser trop de questions. Le terme « trop » est choisi exprès. Trop de questions dépendent du canal de collecte que vous aurez choisi. On peut poser par exemple plus de questions quand on fait une enquête avec un conseiller au téléphone qu'une enquête par SMS. On peut poser plus de questions quand on fait une enquête face à face, par rapport à si on fait une enquête sur une tablette dans un lieu d'accueil. Ça dépend en fait de la façon dont vous allez collecter les données. Mais de toute façon, il faut toujours poser uniquement les bonnes questions, qui vous seront utiles. Et quand déjà vous gardez ce prisme-là de réflexion, ça va vous enlever tout ce qui est superflu. Quand on rédige un questionnaire, très souvent, si on n'en a pas fait depuis longtemps, on se dit, tiens, et puis si je rajoutais cette question, parce que j'aimerais savoir ça. Oh, je rajouterais bien une autre question sur ça. Et puis tiens, il y a le directeur commercial qui me dit qu'il a besoin de ça. Et puis le directeur ou la directrice de la communication me demande encore une autre information. Et à la fin, je me retrouve avec un questionnaire de 70 questions envoyées par email. C'est pas une bonne idée. Il faut savoir restreindre le nombre de questions pour ne poser que ce qui sera utile. Toujours en ayant aussi en tête de vous mettre à la place de la personne qui va vous répondre. Dans certains cas, c'est le cas par exemple dans certaines administrations, on peut poser des questions avec une certaine longueur parce que les gens sont forcés d'y répondre. Par exemple sur des dossiers retraite ou des choses comme ça, vous devez répondre au questionnaire pour avoir accès à d'autres types de services. Du coup, vous avez la possibilité de contraindre la personne à répondre à beaucoup plus de questions. Mais dans la majeure partie des cas, quand on fait des enquêtes clients et collaborateurs, il faut savoir restreindre le nombre de questions pour éviter ce qu'on appelle chez nous les enquêtes fleuves ou les enquêtes marathons. Parce que le risque, c'est l'abandon du répondant, évidemment. Donc pour maximiser votre retour, un questionnaire, ça doit être aussi court que possible. Chaque question posée doit être utile au regard de vos objectifs d'enquête que vous vous étiez fixés dès le début. D'où l'importance de se fixer des objectifs dès le début. Inutile de poser des questions en dehors du périmètre fixé et se tenir à, idéalement, un seul objectif principal. Un bon questionnaire aujourd'hui, client ou collaborateur, en 2021, doit pouvoir être répondu entre 1 à 5 minutes maximum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les questionnaires vont faire entre 5 et 30 questions. On le verra, les taux de retour commencent à s'éroder généralement au-delà de la 25e question, du fait d'avoir posé trop de questions. Ce sont des statistiques dont on dispose. Alors, je vais regarder un petit peu les questions. Bastien nous demande « Bonjour, dans le message introductif, précisez-vous d'indiquer le temps estimé de réponse à l'enquête ?» Alors oui, on le préconise vivement d'ailleurs. C'est très important parce que dans les enquêtes, quelqu'un qui potentiellement n'aura pas le temps de vous répondre maintenant, là, tout de suite, pourrait avoir le temps plus tard, en étant sur son canapé par exemple. Et si vous faites une bonne enquête, qui est donc responsive design, cette personne pourrait même répondre sur son smartphone plus tard. C'est même aussi très bon d'indiquer le temps pour motiver la personne. Si votre questionnaire, vous savez qu'il fait 1 minute 20, vous indiquez que ça met 1 minute et c'est la vérité, ça fera comprendre aux personnes qu'il n'y a pas 20 minutes à y passer.
À l'inverse, si votre questionnaire, il faut vraiment 10 minutes pour le remplir, n'indiquez pas que ce sera répondu en 2 minutes. Ce serait très déceptif pour le répondant et ça donnerait une mauvaise image de vous. Joël nous demande, dans le message d'invitation, préconisez-vous d'indiquer une adresse email pour les informations complémentaires? Oui, ça peut être utile. On peut mettre un mail to, on peut mettre un reply, on peut mettre plein de choses, pourquoi pas en fait, ça peut être utile, ça dépend des cas. Marcel nous demande, le nombre de questions est estimé à combien? Ça dépend énormément des contextes, en fait. Ce que je vous disais, chez Vocasa, on constate que les taux de retour s'érodent notamment sur les enquêtes de satisfaction, au-delà de 25 questions, sur les enquêtes par email notamment. Mais ça dépend énormément du mode de collecte, du contexte dans lequel vous êtes, B2B, B2C, enquête interne, enquête externe, client acquis et fidèle, client non acquis et prospect. Tout ça, c'est très différent, évidemment, selon votre cadre. Alors, on va aller sur le 6e point, qui est le fait de poser plusieurs questions en une seule. Et ça c'est typique. C'est une erreur fréquente que l'on peut avoir. Et typiquement, ce que vous voyez à l'écran, là, que pensez-vous de nos services, entre parenthèses, accueil, équipement, et puis on a 4 trucs qui viennent derrière. Mais c'est bien, mais moi, en tant que répondant, je peux avoir été très satisfait de l'accueil, mais pas du tout satisfait des équipements. Du coup, je vais arrêter le questionnaire parce que je ne sais pas répondre à cette question. Je vais abandonner carrément le questionnaire. Ce qu'il faut faire, c'est ce que vous voyez en dessous. Quel est votre niveau de satisfaction concernant l'accueil, les équipements, le temps d'attente, etc. Et si dans vos objectifs fixés, vous vous dites « pour moi, en fait, l'équipement, c'est pas intéressant », pareil, ne mettez pas la question. Il faut éviter les formulations qui contiennent plusieurs questions en une seule, qui normalement feraient qu'on devrait poser plusieurs questions. Pourquoi ? Parce que du coup, ça, vous n'allez pas savoir l'analyser. Et si vous avez chez vous, je caricature exprès, mais une directrice de l'accueil et une directrice de l'équipement et qu'elle vous dit « Bon alors, sur ma question, c'est quoi la statistique ?» vous ne saurez pas lui répondre parce que vous avez posé 2 questions en une et du coup, vous ne pouvez pas interpréter le résultat. Donc c'est une question qui est bonne à jeter d'un point de vue de l'analyse. Et c'est un point qui est très, très, très important dans les questionnaires. On a l'erreur numéro 7, on l'a vu dans d'autres webinars, qui est le fait d'influencer les réponses. J'entendais encore des interviews journalistiques, et pas plus tard qu'hier soir dans un JT. C'est ce qu'on a typiquement dans toutes les interviews, d'ailleurs. Là, on a mis quelques exemples. Il y en a une qu'on donne souvent, c'est lié à des moments. Donc, après l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray, faut-il renforcer la protection des lieux de culte ? Là, on influence la réponse par le côté émotionnel que l'on met à l'intérieur de cette question. Deuxième exemple, pensez-vous que la détention d'armes à feu devrait être autorisée en France au risque de faire grimper le taux d'homicide comme aux États-Unis ? Là, la deuxième partie de la question nous empêche de répondre oui à cette question. Même si de base on a envie, bien entendu, mais la deuxième partie de la question vient influencer et induire votre réponse en tant qu'individu humain. Troisième exemple, plus light sur le sujet, que pensez-vous de l'accueil de notre agréable service après-vente ? Là, on le caricature exprès, mais combien de fois on peut voir ça dans les enquêtes ? Le fait de mettre un mot qui vient positiver et induire une certaine typologie de réponse. C'est évidemment à bannir dans les enquêtes. Et voilà ce qu'on pourrait plutôt mettre à la place. Ici, par rapport à la dernière question notamment, on viendrait plutôt poser la question suivante. Quel est votre niveau de satisfaction concernant l'accueil de notre service après-vente ? Donc on est sur une formulation qui est neutre et qui ne vient pas induire de réponse directe. L'erreur numéro 8, ce sont les échelles tronquées. Là, c'est assez typique aussi. Au global, que pensez-vous de la performance de notre société ? Alors, les choix de réponse sont excellentes, très bonnes, bonnes, moyennes, mauvaises. Ici, c'est une échelle qui est biaisée, puisque du coup, on induit de façon positive les réponses qui vont être données par rapport aux choix positifs versus les choix négatifs. Donc on est sur une échelle qui n'est pas symétrique et qui n'est pas équilibrée. On a 3 choix positifs, excellente, très bonne et bonne, et on a un choix neutre, moyenne, et on a un mauvais choix. Cette formulation-là vient forcément induire un trop-plein de réponses positives par rapport à un questionnaire normalement bien fait. Si vous avez n'importe quel chargé d'études qui a 2-3 compétences en interne, qui voit ce type de question-là, il ne peut pas la laisser passer. Et pourtant, je vous rassure, à peu près une enquête sur 2 qu'on voit passer, nous en tant que prestataires ou même en tant que répondants, contiennent ce genre d'échelle tronquée. C'est évidemment à bannir. Voilà comment il faudrait faire à la place. Au global, que pensez-vous de la performance de notre société ? Très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait. Éventuellement un « ne sais pas », éventuellement un critère neutre. Mais chez Vocasa, on n'aime pas trop les critères neutres en général, mais pourquoi pas. Et là, du coup, vous avez 2 éléments positifs
2 éléments négatifs. Et donc, vous êtes sur une échelle symétrique et équilibrée. Ça, c'est hyper important pour pouvoir faire des analyses pertinentes. C'est fondamental. Le 9e point, c'est systématiser les questions obligatoires. Il ne faut pas forcer les questions obligatoires à toutes les questions. Si un répondant prend déjà du temps pour vous répondre, c'est déjà pas mal. Vous pouvez lui accorder aussi le droit de sauter certaines questions. Certaines questions aussi ne s'adressent peut-être pas à tout le monde. Si on n'a pas mis, par exemple, un « n'est pas concerné » ou « ne sait pas », il ne faut pas non plus les rendre obligatoires. C'est essentiel. Et surtout, il ne faut jamais mettre de questions obligatoires sur des questions ouvertes. Pas tout le monde n'a envie de répondre aux questions ouvertes. Ça, c'est un point important pour augmenter le taux de retour. Parce qu'il y a des gens qui, dès le premier message d'erreur, parce que finalement, ça va se matérialiser comme ça, à un moment donné, un « merci de répondre à toutes les questions », dès l'apparition de ce message, certaines personnes vont abandonner l'enquête. Donc là, il faut vraiment éviter de systématiser ça pour maximiser son taux de retour. On arrive maintenant sur le 10e point. Le 10e point, c'est d'oublier de tester le questionnaire. Le tester, c'est tout simplement le fait de tester la navigation du questionnaire. Est-ce que les pages s'enchaînent bien ? Est-ce que ça paraît logique ? Est-ce qu'on a construit quelque chose de cohérent ? Nous, chez Vocasa, généralement, on aime bien faire des questionnaires en entonnoir, de partir du général pour aller vers le particulier. Est-ce que les questions conditionnées, donc les questions qui permettent de scénariser le questionnaire, s'adressent aux bonnes personnes, arrivent aux bonnes personnes ? Revérifier avec des tierces personnes l'orthographe et la grammaire ? Vérifier l'interprétation des questions ? Ce que l'on trouve souvent dans les questionnaires, c'est du jargon interne, ou pire des acronymes internes, qu'il faut savoir éviter, évidemment, puisque les questionnaires s'adressent généralement vers de l'externe. Et même de toute façon, dans une enquête interne auprès des collaborateurs, il ne faut pas utiliser de jargon ni d'acronymes trop, parce que vous avez parmi vos collaborateurs des gens qui ne sont peut-être pas là depuis très longtemps. Ils sont là depuis quelques semaines peut-être. Donc ils n'ont pas encore tous les codes internes de l'entreprise. Tout ça, ça se vérifie en se confrontant généralement à d'autres personnes qui sont soit externes à l'entreprise, soit au moins externes au projet, au sein de l'entreprise, pour avoir des retours là-dessus. Et pourquoi ? Parce qu'une fois que l'enquête est en ligne, qu'elle a déjà été envoyée à des personnes, faire des corrections peut devenir hasardeux. C'est pas impossible, mais ça devient hasardeux parce que, par exemple, si on s'aperçoit qu'il y a une formulation de question qui n'est pas la bonne, mais qu'on a déjà 100 personnes qui ont répondu sur cette question-là, venir changer la question au cours du projet, une fois que c'est lancé, c'est un peu délicat, ne serait-ce que d'un point de vue déontologique. Donc il est indispensable de prendre le temps et de prévoir dans sa méthodologie projet le fait de tester le questionnaire par des collègues internes, des amis, des relations professionnelles à minima. Un autre enjeu, c'est, pourquoi pas aussi, de se faire un petit pilote. C'est-à-dire, j'ai 5000 clients, l'envoyer d'abord à 100 personnes, un premier jet à 100 personnes, pour voir si les gens comprennent bien, si on n'a pas de retour nous disant « tiens, là, il y a un truc qui ne fonctionne pas », etc. C'est hyper important. Donc essayez de bien penser à ça aussi dans le cadre de son projet et dans le respect des bonnes étapes d'un projet. Voilà pour les éléments que je souhaitais vous apporter aujourd'hui. Donc si vous êtes prêt à maintenant rédiger votre questionnaire, je l'espère, et à conduire un projet de bout en bout, allez-y, foncez. Et puis n'hésitez pas à nous demander si vous avez besoin de conseils ou besoin d'une prestation, pourquoi pas. On sera là évidemment pour vous répondre et vous aiguiller. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées. Oui. Donc Joël nous indique, si l'enquête dure entre 5 et 9 minutes, faut-il mentionner que cela prendra 9 minutes par exemple ? Alors ça serait étrange, un questionnaire qui dure de 5 ou 9 minutes, parce que c'est presque le double. Mais on peut avoir des questions conditionnées, évidemment, par rapport à tout ça. Donc généralement, là, ce qui est conseillé, c'est de dire que le questionnaire prendra environ 7 minutes. C'est un facteur qui est aussi à prendre en compte. Toutes les personnes ne lisent pas à la même vitesse et de la même façon. Et donc un questionnaire qu'une personne pourrait mettre 2 minutes à remplir va pouvoir être répondu en 1 par une autre personne ou en 4. Ce qu'il faut essayer de viser, ce sont plutôt des moyennes. Donc là, Joël, dans le cas que vous décrivez, moi j'aurais tendance, professionnellement, à afficher plutôt que ça va mettre 7 minutes. C'est-à-dire qu'il faut quand même un temps non négligeable là-dessus, mais au moins vous affichez que c'est pas 1 minute, et c'est pas un quart d'heure non plus. Vous affichez quelque chose d'assez médian. Qu'est-ce que nous avons comme autre question ? Alors j'essaie de les passer pour ne pas en oublier. Johan a répondu sur quelques éléments aussi. N'hésitez pas vraiment à poser des questions pour que je puisse vous aiguiller si vous avez des éléments projets. N'hésitez pas également à mettre, alors il doit y avoir un endroit, je crois au-dessus de la présentation, pour mettre une note et vos propres commentaires, pour voir si on pourrait s'améliorer et pourquoi pas faire les 12 erreurs à éviter, si jamais on voit qu'il y a d'autres choses.
En tous les cas, j'espère que ces 10 conseils sur l'angle des erreurs à éviter vous auront été utiles parce que c'est vrai que quand on n'est pas spécialiste, lancer un projet d'enquête, il y a plein de petites choses à éviter. Et c'est vrai qu'avec quelques petits trucs et astuces, ça suffit généralement pour faire, si ce n'est un bon projet, au moins un projet professionnellement tout à fait acceptable et adapté. Ah oui, on a une autre question alors. L'emploi des mots trop techniques est-il à proscrire? Bien sûr, oui. Il faut toujours imaginer vous mettre à la place de votre répondant. Si vous dites mon répondant, c'est un ingénieur qui parle la même langue que moi, des mots techniques, vous pouvez en mettre. Si par contre, vous n'êtes pas sûr que ça va être un ingénieur qui parle le même langage que vous qui va vous répondre, évitez le langage technique. Hein, les jargons métiers, les acronymes, comme je vous le disais également, ça, on est à peu près sûr que c'est à bannir tout le temps. Mais le jargon technique et les mots trop techniques, c'est à éviter, sauf si on est certain de s'adresser à une population technique. Alors, Marilène nous remercie. Merci à vous également. Bien, écoutez, sachez qu'on se tient à votre disposition si vous avez des projets. Évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous affiche nos coordonnées ici. Et tout le monde recevra le support de présentation du jour. On vous le transmet par email dans l'après-midi. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Bon projet d'enquête et au revoir.